C'est la bonne journée pour avoir un panel américain. Raphaël Jacob, Catherine Loubier, Michel Sauger, bonsoir. 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 On va aller écouter Donald Trump. On revient ensuite. Mr. President, is there anything China, Canada, and Mexico can do tonight to forestall your implementation of tariffs tomorrow? No, nothing. Not right now, no. Not a negotiating tool? No, it's not. No, it's a pure economic. We have big deficits with, as you know, with all three of them. And in one case, they're sending massive amounts of fentanyl, killing hundreds of thousands of people a year with the fentanyl. We're not looking for a concession, and we'll just see what happens. Que peut faire le Canada ce soir pour changer les choses? Rien, finalement, dit le président Trump. Michel Sauger, est-ce que vous pensiez vraiment, vous, qui étiez pour aller de l'avant aujourd'hui? Parce qu'on a encore tergiversé aujourd'hui. Il y a eu le 1er mars, avance, recul, finalement. C'est imposé, là. On explique souvent la façon de travailler de M. Trump en disant c'est la théorie du chaos. On lance les pièces en l'air, on regarde où ça retombe et là, on voit ce qui arrive. C'est un cas très clair de ça. Aujourd'hui, il a mis le chaos dans les relations économiques entre le Canada et les États-Unis. Je vois une petite concession dans l'extrait qu'on vient de voir, où il dit il y a un des 3 pays qui fait massivement la vente de fentanyl chez nous et qui tue des gens. Il ne peut pas parler du Canada. Il peut parler du Mexique, il peut parler de la Chine qui en fabrique, mais il ne peut pas parler du Canada. C'est même pas 2% de ce qui rentre aux États-Unis par rapport à ce qui passe du Mexique. Bon, mais ça ne nous donne rien si on a des tarifs sur le dos. Et M. Trump est toujours comme ça. Non seulement il faut qu'il gagne, mais il faut que quelqu'un perde. Gagnant-gagnant, ça n'existe pas dans son livre, ça. Alors, il est très fidèle à lui-même. Raphaël? Rien de surprenant. Catherine a passé des semaines, notamment à l'émission, à répéter que ça s'en venait très probablement. J'ai fait la même chose et on arrive aujourd'hui à moins de 24 heures de préavis. Est-ce qu'il y a une surprise? Non. Est-ce que c'était possible qu'il recule dans un monde théorique? La réponse était toujours oui, compte tenu de la nature imprévisible, instable, comme disait Michel il y a un instant, chaotique du personnage, c'est vrai, mais on s'enlignait vers ça. Et il faut réaliser que lorsqu'on lui demande à date d'aujourd'hui, 31 janvier, est-ce qu'il y a quelque chose, à moins de 24 heures de préavis, que le Canada ou le Mexique ou la Chine peuvent faire pour prévenir l'application des tarifs? Évidemment qu'il va répondre non, mais il y avait des concessions à faire depuis des semaines qui, visiblement, selon lui, à tort ou à raison, n'ont pas été faites. Et on se retrouve dans la situation dans laquelle on est. Et ce n'est pas la fin de la route, parce que ce qu'on a entendu dans les dernières heures, c'est qu'on se dirigerait après coup potentiellement vers, et plus que potentiellement, là, très probablement, vers des tarifs ou tout au moins un réel spectre de tarifs qui serait imposé sur l'Union européenne également. Donc, c'est le début d'une grande affaire. Catherine? Oui, puis j'ajouterais aussi les études là, qui vont sortir en avril sur les pratiques déloyales, là, qui pourraient être une autre vague de tarifs. Mais je suis d'accord aussi avec Michel, c'est le chaos. Je veux dire, là, on ne sait plus sur quel pied danser. On dit, bon, bien, ces tarifs-là, M. Lutnick, le secrétaire au commerce, qui est en train d'être confirmé, dit, c'est pas vraiment des tarifs. C'est plus notre politique domestique, il a dit. On se sert de levier. On se sert de levier parce que vous devez prendre le contrôle de votre frontière et du fentanyl. OK. Et là, finalement, on arrive avec des tarifs qui semblent plus ciblés. En tout cas, on ne le sait pas, on va le savoir demain, mais il a nommé des secteurs qui sont extrêmement importants pour le Canada, mais il n'a pas dit que c'était 25 de manière unilatérale au Canada, ces tarifs qui vont être imposés visiblement à partir de demain ou en tout cas annoncés demain. Donc, on est vraiment dans un monde où on a de la difficulté à suivre, c'est le chaos, c'est M. Trump qui annonce, écoutez, ça fait 11 jours, là, si je ne me trompe pas, qu'il est président. Qu'est-ce que vont être les 100 premiers jours? On va tous être très fatigués autour de ce panel. Mais c'est vraiment aussi pousser le système. Hein? Ouais. Il pousse toujours davantage sur le système. Il a fait des centaines d'ordres exécutifs. Il a annoncé ces tarifs-là avant même d'avoir les personnes en place pour les implanter. Là, on arrive finalement, c'est comme un supplice au jour où il va les imposer. On craignait le pire. Je pense qu'on va faire face à quelque chose de très sérieux à partir de demain, visiblement. Et il essaie d'éviter de laisser passer trop de temps et que toutes ces politiques doivent faire face à un Congrès qui peut-être va lui donner du fil à retordre là, dans le futur. Alors, c'est vraiment une administration qui fonce à vitesse grand V.
qui n'a apparemment de pitié pour personne. Puis juste pour ajouter, c'est pas une bonne journée pour M. Trump aujourd'hui. Lui qui a mis dehors le grand patron de la FAA, qui contrôle, entre autres, les espaces aériens, qui a, je pense, aussi liquidé pas mal de monde là-dedans, a remplacé le grand patron, et puis, boum, il se passe une collision fatale. Il avait l'air fatigué dans le bureau aval tout à l'heure, mais il n'avait pas l'air particulièrement enthousiaste, là. Là, il va aller se reposer à Mar-a-Lago pour la fin de semaine. Effectivement, peut-être que ça a été une grosse journée pour lui, une grosse semaine aussi. Donc, clairement, Louis Blouin nous disait tout à l'heure, Michel C., le premier ministre Trudeau et Donald Trump ne se sont pas parlé. Bon, effectivement, pas aujourd'hui, en tout cas. Depuis tout ça, il n'y a pas eu de communication. Le Canada qui dit « on est prêt, on est prêt ». Mais à partir de ce moment-ci, Mélanie Joly est encore là avec le ministre McGuinty. On s'en va où, là, avec tout ça? C'est bien difficile à dire à partir du moment où M. Trump, quand il est interrogé, s'est fait demander est-ce que le Canada, le Mexique, la Chine peuvent faire quelque chose. Il dit non. Voilà. Il dit non. Alors, on peut essayer, bon, on voit Mme Joly avec M. Rubio, on peut essayer de parler au ministre des Affaires étrangères, mais c'est pas lui qui décide, c'est le président. Alors, et il n'a sans doute pas consulté M. Rubio là-dessus. Alors, il faut laisser d'abord la poussière retomber. Faudra voir les décrets, le texte des décrets, parce qu'il peut se trouver des choses là-dedans qui vont être intéressantes. Et là, commencer à faire des stratégies différentes si on en a besoin. Mais là, la bombe atomique vient de tomber il y a quelques minutes seulement, là. Alors, attendons que ça descende un petit peu avant de commencer à faire des stratégies. Il veut quoi, Donald Trump, Raphaël? Il le demande clairement depuis des semaines. 2 champs d'activité principaux, 2 champs d'enjeux principaux. Premièrement, la frontière, les contrôles frontaliers, à la fois pour ce qui est des migrants, pour ce qui est de la drogue qui rentre aux États-Unis. Mais il l'a dit lui-même, c'est surtout le Mexique, mais un peu le Canada aussi. C'est exactement ce que j'allais mentionner. Comme Michel le disait à juste titre au tout début du panel, pour ce qui est de la proportion Canada versus Mexique, c'est vrai que c'est microscopique, surtout lorsqu'il est question de fentanyl, mais c'est quand même, selon lui, un enjeu. Donc, il demande des resserrements à ce niveau-là. Et deuxième gros enjeu, grosse série d'enjeux, les questions liées au déficit commercial. Qu'est-ce que du côté canadien? Et je comprends que la chose populaire et facile de notre côté de la frontière, c'est de taper sur M. Trump, dire qu'il est ci, qu'il est ça. Parfait, je vais être le premier à le faire. En même temps, il faut aussi faire un minimum d'introspection. Si l'idée, c'est d'éviter ou de potentiellement éviter ces tarifs-là, même si clairement, à ce stade-ci, il est trop tard, là, les 2 choses qu'il avait demandées, les 2 grandes zones de concession. Regardez la deuxième, qu'est-ce qui a été offert? Qu'est-ce qui a même été discuté de façon sérieuse pour ce qui est de rétablir un équilibre ou un semblant d'équilibre commercial? Essentiellement rien depuis les dernières semaines. Et sur la question des resserrements de contrôle frontalier, écoutez, on a prévu et on a promis pendant des semaines un plan robuste. On l'attend encore. Et qu'est-ce qu'on a appris, notamment par l'entremise de Radio-Canada dans les derniers jours? Que les drones qui avaient été achetés du côté canadien venaient de la Chine. Est-ce qu'il y a un pire message envoyé à Donald Trump que ça? C'était pratiquement parodique. Donc, en aucun cas, est-ce que je dis que le Canada ou le Mexique ou la Chine, à la limite, sont responsables de ce qui va être annoncé, ce qui va être imposé dans les prochaines heures. Mais dans une dynamique où le pouvoir, la relation de pouvoir est complètement asymétrique, si l'objectif, c'était réellement de tout faire, ce qui était potentiellement possible pour prévenir l'application de ces tarifs-là, ce que clairement, on vous dirait du côté américain, c'est que ça n'a pas été fait. Michel, je vous ai vu sourire. Oui, parce qu'à la fin, on ne peut pas éviter une action unilatérale du président. Alors, on peut bien dire, on aurait dû faire ci, on aurait dû faire ça. À la fin, c'est une action unilatérale du gouvernement américain. Le Canada ne peut pas être prêt pour n'importe quelle des frasques qui peuvent arriver à partir de maintenant. C'est un homme imprévisible, on le sait. Il va falloir réagir et être en mode réaction rapide, mais on ne peut pas prévoir. Et ça aussi, ça fait partie du personnage Trump. Je suis imprévisible, vous ne pouvez pas me suivre, vous ne pouvez pas m'attraper. Je dois toujours être un pas en avant ou 2 pas en avant de vous. Alors, il va falloir apprendre à réagir rapidement, à faire des scénarios, mais quand on fait des scénarios, vous savez, d'habitude, on finit par se tromper.
Il faudra voir quels seront justement ces scénarios. On parle d'imprévisibilité. Il y a eu cette conférence de presse. Vous le disiez, Catherine, cette semaine, cet accident tragique d'avion tout près de Washington, 67 morts, donc un hélicoptère militaire qui frappe cet avion de ligne. Et il y a eu cette conférence de presse du président Trump qui a suivi le lendemain, qui allait dans toutes sortes de directions, puis qui a vraiment politisé cet accident-là, Catherine. Oui, en fait, on n'était pas du tout dans la sympathie, là. On était plutôt dans qui puis-je blâmer pour ce qui est arrivé. Et pour aucune raison, avec aucun fondement qui fait du sens, de blâmer les politiques de diversité et d'exclusion tout de suite, dès les premières minutes, là, c'est spécial. Disons qu'on n'a pas vu des présidents dans des tragédies aériennes importantes où il y a des décès faire ce genre de point de presse-là et puis avoir des théories comme ça qui sont absolument pas fondées, là. Donc, je pense qu'il a été piqué dans son orgueil, lui qui a fait des changements, comme je le disais, à la direction de la FAA et qui a laissé aller des employés. Puis là, tout à coup, il se trouve cette tragédie-là. Cela dit, c'est pas nouveau parce qu'il y a des problèmes dans l'espace aérien. On voit les spécialistes qui sortent et qui nous en parlent là, sur les ondes de Radio-Canada. Mais il reste que c'est spécial de voir un président qui n'est pas en premier auprès des victimes, des familles des victimes, en train de donner ses sympathies comme n'importe quel président le ferait, parce qu'il est pris dans un étau où, finalement, il y a pas mal de gens qui vont dire c'est toi qui as fait les changements au FAA et peut-être que d'une certaine manière, là, c'est un effet ricochet qui s'est passé avec le manque de personnel dans la tour de contrôle, etc. Là. Donc, c'est un peu ça Mais visiblement, il était dérangé. Oui, et c'est un peu ça peut-être qui peut expliquer finalement ces accusations-là. D'ailleurs, aujourd'hui, même sur Truth Social, il disait déjà, lui, que bon, avant même que les autorités ne fassent le point, l'hélicoptère, il volait trop haut. On le voit, là, il dépassait largement la limite des 200 pieds. Ce n'est pas très compliqué à comprendre, non. Encore là, c'est le même ton, Raphaël. Absolument. Et c'est le ton qu'on a vu pendant le premier mandat, qu'on avait largement évité pendant la première semaine du deuxième mandat, mais là, qui revient comme le naturel, revient au galop. Exactement. Et ça, pour M. Trump, ce n'est pas une bonne nouvelle, ce n'est pas de bon augure. Il faut toujours le rappeler, oui, c'était un retour historique et extraordinaire d'un point de vue politique et électoral pour lui d'obtenir un deuxième mandat non consécutif, mais justement, ce qu'il a eu, c'est quelque chose d'exceptionnel à l'histoire américaine, c'est-à-dire une deuxième chance de faire une meilleure première, dans ce cas-ci, deuxième impression, parce qu'il a été congédié après son premier mandat. Et la raison principale, c'était qu'une majorité d'Américains et d'Américaines n'en pouvaient plus de ce style de gestion-là, surtout lorsqu'il y avait une crise dans laquelle ou face à laquelle le président des États-Unis est censé être rassembleur. Donc, le manque d'empathie qu'on voit présentement, soit dit en passant, on lui a demandé il y a quelques heures, est-ce que vous allez vous rendre sur le site de l'incident? La réponse du président, je le cite pratiquement mot pour mot, c'était de dire, où est-ce que vous voulez que j'aille? C'est arrivé dans l'eau. Est-ce que vous voulez que j'aille nager? Fin de la citation. Et dernier petit point, Catherine, il y a un instant, mentionnait d'anciens présidents dans des contextes de tragédie aérienne. C'est très spécifique. Je vais donner un exemple encore plus spécifique que ça. On a marqué cette semaine, ça ne s'invente pas, l'anniversaire de la tragédie Challenger. Ronald Reagan était président à l'époque, au milieu des années 80. Donc, c'était une tragédie humaine effroyable, un petit peu comme celle-ci l'est. Mais qu'est-ce que ça avait aussi donné? L'occasion aux leaders de la Maison-Blanche de l'époque de livrer ce qui est peut-être à ce jour encore un des plus beaux, des plus touchants et des plus empathiques discours d'un président américain dans un contexte de crise nationale. Comparez ça à M. Trump aujourd'hui. Dernier petit point, on parle, et je le comprends, c'est normal, immensément de tarifs de notre côté de la frontière. Du côté américain, oui, on en parle de tarifs, mais depuis 2 jours, on parle immensément plus à la fois de la tragédie aérienne et de la réponse du président. Oui, absolument, dans cette conférence de presse-là particulière. Oui, Michel? C'est qu'on a vu M. Trump à son pire toute la semaine. Pas juste la deuxième semaine. Presque toute la semaine. Et c'est juste la deuxième semaine. Et quand Raphaël dit qu'il est en train de rallumer les mémoires les pires de son premier mandat, c'est exactement ça le problème. Une espèce de je m'en foutisse devant la souffrance des gens, d'une part, et d'autre part, j'ai toujours raison. Est-ce que le Canada peut faire quelque chose pour... Non, ils ne peuvent pas. Ça, c'est le Trump que les gens n'ont pas aimé. On aurait peut-être pu attendre une autre semaine avant de le sortir, mettons. Là. Parce que ça, c'est
c'est vraiment faire regretter aux gens leur vote du mois de novembre. En même temps, ils l'ont élu, entre autres, pour des raisons économiques. Lui, il fait le pari que ces tarifs-là vont pas lui nuire. Il va falloir suivre qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence aussi, Catherine. Absolument, oui, on l'a répété plusieurs fois, des tarifs, c'est pas bon pour personne. D'un bord et de l'autre de la frontière, diminue la compétition, augmente les prix, etc. Mais je pense qu'il faut voir aussi plus loin au niveau macro. M. Trump est en train de vouloir changer l'Amérique, de redorer l'Amérique avec des industries manufacturières, productrices, domestiques fortes, quitte à en payer le prix à court terme, là. Alors là, il s'attaque justement à l'acier, l'aluminium, ces grandes industries qui se sont bâties, l'arsenal de guerre, là, en fait, qu'on a bâti à ce moment-là. Et là, il se dit, bien, pourquoi moi, qui achète tout du Canada, je ne suis pas capable de le produire chez nous? C'est ça un peu sa réflexion, hein? Alors, il veut jouer là-dessus, il veut aussi mettre au défi les entreprises de dire, bien, vous pouvez rester au Canada, mais voici ce qui vous attend. Et puis, si vous venez produire aux États-Unis, je baisserai vos taxes et puis vous serez dans un environnement extrêmement compétitif. Puis je pense qu'il faut aller au-delà de, ben voyons donc, ils ne peuvent pas construire d'usines très rapidement, ils ne peuvent pas construire de cuves. Je pense que lui a un plan pour ça et visiblement, il fonce à vitesse grand V. Il faut voir les détails encore demain. Est-ce que c'est implanté maintenant? Est-ce que c'est sur le couvert de la sécurité nationale? Est-ce que ça dépendra d'enquêtes sur les pratiques déloyales? On n'a pas beaucoup de détails. On ne peut pas déduire que parce qu'il a dit 3-4 mots aujourd'hui, ça s'arrête à ça, là. Mais visiblement, lui, il entreprend un effort titanesque, en plus de vouloir étendre son empire avec son nouveau secrétaire, M. Rubio, qui va mettre en branle cette grande stratégie avec le Groenland et puis le canal de Panama et l'Arctique. Hein, il a parlé de ça aujourd'hui, M. Rubio, dans l'émission de Megyn Kelly. Il a dit que l'Arctique, c'était extrêmement stratégique pour le futur des États-Unis. Ça va nous impacter aussi. Et ça montre que la politique étrangère va être faite de façon différente avec l'administration Trump. Ça, c'est clair. Absolument. Raphaël? Absolument. C'est le message qu'il lance, là. Oui. Oui. Raphaël? Ouais, en un mot, oui. En quelques mots additionnels. Parce que le Groenland, c'est pas une blague. C'est ça qu'il a dit cette semaine, entre autres, Marco Rubio. Exact. C'est ce que M. Rubio a mentionné. Et d'un point de vue historique, ça aussi, c'est digne de mention. C'est la première fois en plus d'un siècle. Il faut remonter à la présidence Taft dans les années 1910 pour voir un nouveau secrétaire d'État américain qui entame un premier périple diplomatique en Amérique latine. Là, je comprends qu'il y en a plusieurs qui vont dire « Oui, mais c'est parce que M. Rubio, sa famille sont d'origine cubano-américaine. » Je veux bien, mais il y a plus que ça. Surtout lorsque, dans ce long périple diplomatique en Amérique latine, un des premiers arrêts, c'est le Panama. Oui. Et qu'est-ce qu'il y a au Panama? C'est ça. Le message est assez difficile à manquer, le canal. Au Panama. Absolument. Et puis, on a entendu M. Trump en parler pas mal. Michel? Je pense que s'il faut conclure la semaine par une phrase qu'on connaît bien, c'est « il n'entend pas à rire ». S'il a parlé du Groenland, c'est parce qu'il veut le Groenland. S'il a parlé du canal de Panama, c'est parce qu'il veut le canal de Panama. Je suis pas sûr qu'il veut le Canada comme 51e État. Ce serait très compliqué, puis ça risque d'être 10 États en plus. Je pense qu'il ne voudrait pas aller là. Pas très bon pour lui, c'est pas très bon pour son parti. Mais la réalité, c'est qu'à partir de maintenant, il faut le prendre au sérieux. Et le fait qu'il envoie M. Rubio au canal de Panama en commençant, c'est un signe que je n'ai pas dit ça en l'air. Vous pensez que je faisais des farces. C'est pas ça. C'est pas du tout ça. Et il faudra voir que nous, au Canada, comment on réagit à ça, parce qu'on est touché par ça, de toute évidence. Ça ne veut pas dire que le Canada va devenir le 51e État la semaine prochaine, mais il a des vues. Il y a des vues sur l'Arctique, ça c'est clair, et il y a peut-être d'autres vues territoriales ou autres. Ça, on n'est plus avec le géant gentil qui dormait à côté de chez nous. C'est plus ça, les États-Unis, pour les 4 prochaines années. Non. Un petit point additionnel sur la question du Groenland et du canal de Panama. Dans les deux cas, parce qu'on se parle évidemment surtout aujourd'hui du contexte de conflit commercial, il y a aussi des conflits diplomatiques qui ne sont pas juste
potentiels, là, qui sont réels, qu'on observe depuis les derniers jours. Ce qu'on a appris notamment, c'est qu'avant même d'être assermenté, ce qui en soi est extrêmement inusité, M. Trump avait eu un long appel d'à peu près 1 heure avec la première ministre danoise. De ce qu'on en comprend, évidemment, ce sont des fuites médiatiques, mais de ce qu'on en comprend, ça aurait été extrêmement houleux, extrêmement tendu, parce que lui veut essentiellement qu'elle cède sur la question du Groenland. Elle ne voudrait absolument rien entendre. Et sur la question du canal de Panama, le président panaméen, pas plus tard que 24-48 heures, a dit catégoriquement, c'est impossible. Donc, à quelque part, il y a une impasse dans les deux dossiers et le président américain n'entend pas reculer. Michel dit il y a un instant, il n'entend pas rire, bien, il n'entend pas reculer non plus. Non, donc, puis là, il envoie M. Rubio là-bas. Catherine? Oui, en effet. Puis j'ajouterais aussi que M. Trump et M. Rubio ont répété qu'ils étaient prêts à utiliser la force économique, mais aussi la force militaire pour arriver à leur fin et que c'était M. Rubio l'a répété aussi, c'est une question de sécurité nationale. Ils n'entendent pas à rire. L'expression de mon collègue est très bien choisie. Donc, c'est vraiment des visées d'empire, en fait. Et encore une fois, il faut penser qu'ils ne vont pas s'arrêter. Des choses qu'on pense impossibles, en fait, il est en train de vouloir les réaliser et M. Rubio est bien déterminé dans sa tournée à lever les leviers pour y arriver. Et M. Trump a mentionné aussi le Venezuela dans sa conférence de presse aujourd'hui. Il a dit qu'il y a quelque chose qui s'en venait avec le Venezuela. C'est pas des petits dossiers, on va dire, de politique étrangère dans les 11 premiers jours de sa présidence, là. On va bien sûr s'en reparler. Merci beaucoup, Michel, Catherine, Raphaël. Merci. Au revoir.